règlement, c'est pour période de question. Puis ça soit le cas de l'île de Rambouillet. Alors, ça me semble oui. Moi, d'accord. Oui. Alors, Madame Bonnet, on est là. Oui, alors on se fait rendu au point 3, adoption du procès-verbal du 11 juin 2024. Donc, considérant que Alors, parfait. Donc, adoption du procès-verbal. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2024 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé aux élus que ce procès-verbal soit adopté tel que jugé. Ça prend le nom de procès-verbal. Moi, d'accord. Oui. Point 4, mandat de consultation forfaitaire au procureur de la municipalité. Il est donc proposé et résolu d'octroyer un mandat de consultation forfaitaire à Morancy Avocat pour l'année 2024. Ce sera au coût de 1 000 $ plus taxes et déboursés. Ça prend le nom d'un proposeur. Guylaine Gauthier. Oui. Moi, d'accord. Oui. Oui. Maintenant, c'est un avis de motion du projet de règlement 2024-408 qui modifie le règlement 2023-406 qui décrétait la tarification des différents services municipaux. Ça prendra donc quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Monsieur Lavallée. Monsieur Martin Lavallée. C'est noté. Alors, au point 1.6, c'est le dépôt et la présentation de ce projet de règlement. Donc, on a adopté le règlement 406 il n'y a pas très longtemps et suite à sa mise en application, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être lieu d'ajouter certaines clauses. Donc, ça, c'est suite à des services municipaux. Donc, l'objet du règlement, ça a pour but de modifier le règlement qu'on avait adopté, et ça afin d'ajouter une politique d'annulation et d'en modifier certaines annexes. L'article 2, modification de l'article 3 par rapport à la politique de location de salle. Donc, on ajoute les paragraphes suivants. Pour la période des fêtes, un tirage au sort sera organisé pour sélectionner les locataires. Les dates limites pour soumettre sa candidature et le tirage ultérieur seront communiqués via nos plateformes de médias sociaux. Tout locataire s'engage à se procurer les clés respectives de la location au moins 24 heures avant la réservation pendant les jours ouvrables de la municipalité. Ça, c'était afin de promouvoir que ce ne soit pas toujours les mêmes familles qui aient accès à nos locaux durant la période des fêtes. Article 3, ajout de l'article 6, politique d'annulation. Donc, l'annulation par le locataire. Donc, les demandes d'annulation doivent être soumises par écrit. En cas d'annulation, plus de 30 jours avant la date prévue de l'événement, le locataire pourra bénéficier d'un remboursement intégral des frais de location. Pour les annulations effectuées entre 7 et 30 jours avant la date prévue de l'événement, le locataire sera sujet à une retenue de 50% des frais de location et aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations effectuées moins de 7 jours avant la date prévue de l'événement. Ensuite, annulation par la municipalité en cas de circonstances exceptionnelles telles que des urgences, des réparations imprévues ou des situations de force majeure. La municipalité se réserve le droit d'annuler la réservation. En cas d'annulation par la municipalité, tous les frais de location seront déjà versés seront intégralement remboursés au locataire. La municipalité s'efforcera de fournir un préavis raisonnable en cas d'annulation, sauf en cas de circonstances imprévisibles. Maintenant, modification de la réservation. Les demandes de modification de la réservation doivent être soumises par écrit et seront traitées en fonction de la disponibilité du centre municipal. Les frais de modification peuvent s'appliquer en fonction de la nature de la demande et du délai avant la date de l'événement. Et aussi remboursement. Tout remboursement dû sera effectué dans les 30 jours suivant la date d'annulation. En acceptant l'allocation du centre municipal, de la salle des loisirs et de l'aréna, le locataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes de cette politique d'annulation. Aussi, à l'article 4, modification de l'annexe A, et ça c'est pour préciser la tarification au niveau des confirmations de taxes, et aussi ajout à l'allocation de l'aréna que le casse-croûte n'est pas inclus à l'allocation celle-ci, et aussi l'inclusion des enfants pour le tarif de l'hébergement à la salle des loisirs. Article 5, modification de l'annexe B, donc on ajoute l'aréna dans le contrat de location à l'annexe B, et article 6, entrée en vigueur.
Donc, il y a les annexes, puis justement, au niveau de la confirmation des taxes, on est venu préciser, parce qu'on avait mis un montant de 20 $, puis c'est vraiment juste pour les professionnels. Donc, c'est pour quand les notaires nous contactent, c'est pas pour l'ensemble des citoyens. Et comme on a dit, on a rajouté enfants quand on loue la salle et loisirs, donc c'est 60 $ par personne par nuit, enfants inclus. On a aussi un tarif de 40 $ lorsque les gens demandent que la salle soit montée. Et aussi, s'il y a oubli de la clé, c'est 30 $. Aussi, pour la location de l'aréna, on a précisé que le casse-croûte n'est pas inclus. Donc, quand on loue l'aréna, le restaurant n'est pas nécessairement ouvert. Et puis, on a modifié un petit peu là, notre contrat de location pour que tous les choix mentionnés nous soient présents. Et enfin, on précise dans le contrat qu'il faut se procurer les clés au moins 24 heures à l'avance pendant les jours ouvrables de l'administration. Alors voici, c'était la présentation du projet de règlement. Maintenant, le dépôt du bordereau de correspondance au point 1.7. Donc, nous avons reçu certaines correspondances, entre autres du ministère des Transports. Nous avons reçu la réponse. On avait fait une demande pour le programme d'aide à la voirie locale pour le rechargement de chemin. Une demande qui se chiffrait à 150 000 $. Elle a été refusée malheureusement. Donc, la réponse nous informait que tenant compte de l'enveloppe budgétaire et que cette demande-là n'était pas jugée prioritaire. Donc, nous avons eu un refus. Au niveau de Transport Canada, on se devait de valider certaines distances d'arrêt par rapport aux traverses. Donc, on a reçu un accusé de réception des mesures qui avaient été prises. Au niveau du CIUS, on parle de paramédecine de régulation. Donc, c'est un projet provincial pour une meilleure utilisation des ressources ambulancières. Au niveau des comités, organismes et citoyens, le comité territorial de développement social de Mekinac, ça s'est tenu ici. Donc, eux avaient lancé une invitation sur la présentation de leurs résultats de recherche et c'était sur l'habitation et le logement social et communautaire en Mauricie. Donc, portrait de la situation et mobilisation des connaissances. Au niveau du Carrefour Emploi Mekinac et la Corporation de développement communautaire de Mekinac, il y avait invitation à une conférence Tendre la main, l'entraide au cœur de la réussite de Nancy Odette. Au niveau du réseau Biblio du Centre du Québec, donc nous avons reçu la facturation pour l'année 2024. Et au niveau d'une coalition citoyenne, nous avons reçu une invitation pour assister à une rencontre citoyenne. Donc, c'était des informations cruciales sur le projet éolien de TOS Canada. Les correspondances reçues. Donc, je note l'arrivée de M. Jean-Louis Martel à 19h10. Donc, on est rendu au niveau de la trésorerie. Donc, autorisation des dépenses du mois de janvier 2024. Donc, attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Et les entreprises ont proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier 2024. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses et figurant pour un total de 556 534,55 $. Ça prend donc un proposeur. Madame Ginette Bourré. Maintenant, au point 2.2, adoption du règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. Ça prendra un proposeur. Madame Martine Frenette. Demande de prêt temporaire en attente du versement de subventions. Donc, considérant que la municipalité traverse toujours une période creuse au niveau des revenus municipaux entre les mois d'octobre et de mars, considérant que la municipalité est en attente du versement de nombreuses subventions, dont entre autres le versement de montants provenant de l'APEC, c'est un montant de 427 340. Aussi, le versement de l'aide financière provenant du programme de soutien des infrastructures sportives et récréatives pour un total de 125 000 $. Et aussi, le versement du PRABAM qui était pour un total de 75 000 $. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil autorise M. Marcel Picard-Maire et Mme Pascale Monin, directrice générale, à effectuer auprès de Desjardins Entreprises la demande pour un prêt temporaire pour un total de 627 340 $.
et à signer tous les documents afférents à cette demande de prêt qui sera remboursé lors du versement de ces diverses subventions. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, nous serions rendus à la période de questions sur la première portion. Lionel Bonnemet. Oui, M. Bonnemet, juste détail, parce qu'on avait des problèmes de micro quand on a écouté la vidéo. Oui. Il faut vraiment être prêt. Est-ce que je peux la relever? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Concernant le point 1.4, le mandat de consultation forfaitaire au procureur de la municipalité, 1 000 $ plus déboursé. Le 1 000 $ déboursé, c'est leur travail à l'heure, et puis 1 000 $, c'est pour engager le contrat. Comment ça se passe? Bien, en fait, le 1 000 là, c'est qu'on a le droit à une consultation, par exemple, à chaque fois qu'on fait un appel téléphonique, qu'on pose une petite question. Donc, le montant de 1 000 $ couvre ces petites choses-là. Si jamais on a un dossier plus important, à ce moment-là, ça sort du 1 000 $. Donc, 1 000 $, c'est comme un montant de base qui nous offre certains soutiens de base. Soutien téléphonique, juste, ou... Oui, soutien téléphonique. Ça peut être un petit courriel, mais ce n'est pas une étude approfondie. C'est une réponse rapide de l'avocat. Quand on a une question plus approfondie, bien là, on tombe dans un mandat particulier. Mettons, vous envoyez une lettre d'huissier, là, c'est au-delà de 1 000 $, c'est ça? Ça passe, c'est Exactement, exactement. C'est un dossier haut. Là, c'est vraiment juste une réponse, là, interne. J'avais une autre question. 2.3, demande de prêt temporaire. À la dernière assemblée, vous avez fait une demande de marge de crédit. C'est pas assez? Qu'est-ce qui se passe là? En effet, ce n'était pas assez. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois là, que la municipalité de Notre-Dame ce n'est pas un problème financier, c'est un problème de liquidité. Donc, au niveau des finances, il n'y a pas de problème, mais on est en fin d'année. C'est le début de l'année, mais pour nous, c'est en fin d'année. Les derniers versements de taxes ont été déposés il y a longtemps. Et aussi, on est en fin de nombreux projets. On vient d'approuver 556 000 de dépenses. Donc, ça vous donne une idée de l'ensemble des projets qui ont été réalisés dernièrement. Et puis, nous, bien, on est en attente des subventions. On n'arrête pas de décaisser. Donc, c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, en ayant ce prêt temporaire-là, ça va nous permettre de faire le pont jusqu'au versement des premières sommes de taxes en mars, le 31 mars, c'est la date butoir. Puis, ça va nous permettre d'attendre le versement de ces subventions-là. On n'en nomme que quelques-unes ici, mais on a de nombreux montants, donc on est en attente. Il devrait rentrer ici. Bien, de nombreux en mars, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, on a eu plusieurs événements dus au changement climatique. On a fait des redditions de comptes. On n'a même pas idée quand ils vont nous verser les montants. Donc, on a plusieurs sommes dont on est en attente. Donc, on sait qu'ils vont être versés un jour, mais il y a certaines sommes, on ne sait même pas la date. Donc, si on cumule l'ensemble de ces attentes-là, ça fait qu'on est allé augmenter notre marge de crédit, puis on nous cherche un prêt temporaire pour s'assurer d'avoir les bonnes liquidités au bon moment. Donc, un prêt de 628 000 $. Puis ça, la marge de crédit, c'était de souvenir avec vous? Mais on avait haussé de 200 000. Okay. Merci. J'ai une petite question concernant la correspondance. Le premier point, le programme d'aide à la voirie locale, qui a été refusé, est-ce que c'était spécifiquement un projet pour un chemin spécifique? Ben, on avait identifié 4 ou 5 chemins sur le territoire. C'était des chemins municipaux, ce pas des chemins privés, c'était des chemins municipaux qui avaient été identifiés. Et on a une autre demande en cours encore avec le MTQ. Donc peut-être, on espère, c'est parce qu'ils ont favorisé notre autre demande qui était la réfection de la route de la traverse. On va se souhaiter, merci. Oui. Oui, donc on se fait rendre suivant. C'est juste une petite
confirmation pour le 2.3, les versements des subventions, est-ce que c'est des versements qui ont été approuvés, qu'on sait déjà que ça va être, ou c'est des versements qu'on est en attente d'une réponse? Non, c'est des subventions confirmées. C'est des subventions Oui, confirmées. sinon Desjardins n'aurait pas permis un prêt temporaire. Donc, on a des preuves que les versements ont été effectués. Ok, parfait, merci. C'est bon? Alors, on se fait rendu au point 3, sécurité publique. Donc, mise à jour du plan municipal de sécurité civile et nomination des responsables de mission. Donc, considérant la mise à jour du plan municipal de sécurité civile qui a subséquemment été effectuée par la coordonnatrice aux mesures d'urgence, Mme Joëlle Bonnebancoeur-Harrison, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame de Montauban prenne note qu'il y a eu mise à jour du plan municipal de sécurité civile, aussi qu'il y a eu nomination des responsables de mission. Elle désirait aussi informer les citoyens qu'une version abrégée du plan et d'autres documents pertinents vont être disponibles sur le site web et qu'elle veut informer les citoyens qu'une séance d'information va être prévue en mars. Les détails vont être publiés dans les veilles de février sur les réseaux sociaux. Donc, lors de cette séance d'information-là, on va vous exposer, par exemple, qu'est-ce qui a été modifié dans le plan, quel est le nouveau plan, quels sont les documents qui vont être sur le site web et qui vont être les responsables de mission. Puis, on va aussi inviter les citoyens qui sont intéressés à à partager leurs coordonnées en cas d'urgence pour qu'ils puissent faire partie d'une équipe de mesures d'urgence, de faire le tout, de confirmer leurs coordonnées. Donc, on va vous tenir informé par rapport à cette séance d'information. Ouais, on va peut-être ajouter juste un exemple d'équipe, mettons, qui va se mettre dans le plan. Quand on a eu la tempête, on a fait affaire avec Guylaine, on a ramassé une équipe de bûcherons, on peut dire. On va couper tous les arbres du bord du chemin, puis des gens qui avaient des motonneires, des choses comme ça. Donc, ça prend une équipe qui est nommée. On sait qu'on peut aller plus dedans quand on a besoin, on les appelle et ils sont tout de suite opérationnels. C'est un des exemples. Donc, ça prendra un proposeur pour cette résolution. Madame Guylaine Gauthier. Tout le monde est là? Oui. Vérification des bornes fontaines. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'inspection des bornes fontaines afin de s'assurer de leur bon fonctionnement en cas d'incendie, considérant que cette inspection permettra aussi de planifier les coûts de toute réparation ou mise à niveau nécessaires à leur bon fonctionnement. Il est donc proposé et résolu de mandater la firme Hydrospec pour procéder à l'inspection des 30 bornes fontaines, donc 6 dans le secteur Montauban et 24 dans le secteur Notre-Dame. Et le mandat va être réalisé au coût de 1 290 taxes en su, soit 43 taxes en su par borne. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Martin Lavallée. Tout le monde est d'accord? Oui. Au niveau du transport hygiène du milieu et l'environnement, donc au point 4.1, politique d'aide financière pour l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Donc, il y a eu une rencontre, une consultation, dans le fond, une séance d'information, disons, pour le 10 janvier par rapport à la politique. Suite à cette séance d'information-là, il y avait quelques points qui ont été soulevés. Et dans le fond, là, les membres du conseil avaient demandé qu'on vienne modifier légèrement la politique pour intégrer ces points-là. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je peux vous nommer ce qui a été changé. La politique s'appelle maintenant politique d'aide financière, parce qu'avant, c'est juste politique d'entretien. Donc, on est venu préciser cela. On est aussi venu préciser ce qu'on entendait par propriétaire concerné comparé à propriétaire riverain. Je pense que le mot riverain portait à confusion. Donc, maintenant, les propriétaires concernés, c'est les propriétaires qui vont apparaître dans le système comptable quand on fait référence à un secteur donné. On est venu rajouter aussi par rapport aux chemins sur terre publique, on avait dit que c'était des chemins du domaine de l'État, mais on est venu préciser qu'ils doivent être identifiés dans une entente de délégation avec le gouvernement, donc avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On est venu aussi préciser que la municipalité ne pourra pas être tenue responsable de la gestion d'un contrat qu'il y aura entre un mandataire d'un chemin privé puis un entrepreneur local. Donc, la municipalité peut aider financièrement, mais ne sera pas tenue responsable de la gestion du contrat de déneigement conclu entre le mandataire et l'entrepreneur, ni de la qualité d'exécution des travaux. Ça va être l'entière responsabilité du mandataire de faire respecter les clauses de son contrat.
Donc, c'était juste pour préciser, ça va être que ce soit pour l'hiver ou l'été, donc pour dire que c'est une politique d'aide financière. Et aussi, on est venu dire, rajouter encore que les dates butoirs, c'est le 31 mai pour l'entretien d'été, le 31 octobre pour l'entretien d'hiver. Et on a finalement complété aussi là, des formulaires. Donc maintenant, sur notre site web, il y a un formulaire d'aide financière pour les chemins d'été, puis il y en a un pour les chemins d'hiver. Puis à l'endos, ben, il y a quand même un emplacement là, pour récolter les signatures. Donc, ça permet là, quand même d'avoir un formulaire qui est plus officiel et les dates butoirs sont sur le formulaire. Donc, c'était les changements qui ont été apportés avant de clarifier là, le texte de la politique. Donc, considérant que la municipalité désire mieux contrôler et gérer les demandes d'aide financière, considérant que la municipalité désire une plus grande équité envers les citoyens par l'établissement et l'application de règles claires, concises et justes, considérant que l'application de la politique d'aide financière facilite la gestion des dépenses reliées à l'entretien des chemins privés ou sur terre publique et la détermination du niveau d'implication financière des citoyens concernés. En conséquence, il est proposé résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte la politique d'aide financière d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique, telle que déposée ce soir. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel? On est là. Oui. Calcul de débit au fond du lac 3000. Donc, considérant que suite aux fortes pluies de juillet 2023, il y a lieu de procéder à la réfection du pont du lac 3000, considérant que la première étape pour ce faire est de procéder au calcul de débit. En conséquence, il est proposé résolu de mandater la firme Larocque-Cournoyer, qui est représentée par M. Tom Cournoyer, pour procéder au calcul de débit dans le dossier de la réfection du pont du lac 3000. Ce mandat sera exécuté pour un montant de 1 300 $ taxes en sous. Ça prendra un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. On est là. Oui. Je veux juste préciser, Tom Cournoyer, une personne qu'on utilise souvent, nous, en forêt, et c'est le montant qu'on normalement paye. C'est la deuxième fois qu'on fait ce pont-là. C'est ça. Oui, ce pont-là a déjà été fait. À l'époque, il a été fait, c'est moi qui avais signé la Il y a subvention. eu la tempête, il y a eu beaucoup d'eau. Oui. Il y a eu beaucoup de travail. Parce que je veux dire, quand il était installé initialement, c'est moi qui avais fait le travail. Dans le temps, je pouvais le faire, j'étais à mon compte. Ouais. Là, je ne sais pas, je suis ici. Donc, Tom, C'est là qu'on voit des fois à Notre-Dame, on a été touchés, comme je disais tantôt, on a été touchés par des climatiques. On parle à peu près, on a eu des déversements d'eau assez importants. Et ça affecte les infrastructures. C'est pour ça que ça coûte une coupe de glace, puis on n'a pas fait des réparer, du monde qui pense que c'est une coupe de C'est bon. Alors, remplacement du moteur au niveau 4.3. Donc, considérant que suite à un bris mécanique, il y a lieu de remplacer le moteur du camion municipal de marque Dodge Ram, et donc proposé de procéder à l'achat d'un moteur reconditionné chez le concessionnaire Dodge Chrysler de Shawinigan, au coût d'environ 15 180 $ taxes en su. L'installation, qui est en su, est estimée à 25 heures au tarif de 135 $ de l'heure, taxes en su. Et la garantie est de 4 ans et le kilométrage est limité. La dépense va être défrayée à même le surplus accumulé non affecté. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Martine Frenet. Bon, d'accord. On serait rendu en aménagement urbanisme et mise en œuvre du territoire. Donc, le point 5.1, condition de la demande d'usage conditionnel du résident de tourisme pour le lot 5 724 574. Donc, on évite les gens qui auraient quelque chose à exprimer sur ce dossier-là. Peut-être avant de commencer, je pourrais vous donner souvent. Donc, c'est sur la nature de la demande, là, c'est sur je regarde les papiers. L'adresse publique, je l'avais dans au 284 avenue des Chutes. Donc, c'est ici en bas de la côte. Donc, vous savez qu'on a adopté un règlement sur les usages conditionnels. Donc, c'était la première demande qu'on recevait. Suite à l'adoption du règlement, on a élaboré quand même certains documents pour permettre la gestion de ces demandes-là. Donc, la personne qui fait une demande d'usage conditionnel se doit de compléter un formulaire de demande.
Elle doit aussi compléter un formulaire d'engagement, parce que dans notre usage conditionnel, il y avait quand même plusieurs conditions à respecter. Donc, la personne doit compléter un formulaire d'engagement parce que certaines des conditions se doivent d'être remplies au moment de la demande et certaines conditions, on permet que la personne s'engage à les remplir à partir du moment que la demande est autorisée. Un exemple de ça, c'est par exemple avoir un certificat d'assurance de 2 millions. Donc, on peut procéder à faire la demande et l'étude de la demande d'usage conditionnel, mais dire à la personne qui fait la demande, bien, si votre dossier progresse, bien, vous vous engagez à fournir votre police d'assurance de 2 millions. Donc, ça permet, c'est un peu la façon dont on a élaboré les documents pour traiter ces demandes-là. Donc, la demande qu'on a reçue, comme on a dit, c'est pour la propriété ici sur la ville des Chutes. Les membres du CCU se sont penchés sur cette demande-là. Et dans le fond, les éléments qui ont été étudiés, il y avait certaines particularités. Hein. On sait que dans le périmètre urbain, certaines des propriétés sont de plus petite dimension. Donc, dans ce dossier-là, il y avait le fait que le bâtiment principal, dans les conditions qui sont demandées, on demande par exemple que le bâtiment principal soit à 100 mètres d'un autre bâtiment. 25 mètres, excusez. 25 mètres d'un autre bâtiment. Ce n'était pas le cas ici. Cette condition-là n'était pas respectée. Il y a aussi une condition par rapport à la distance du stationnement. Ici aussi, la condition n'est pas respectée. Toutefois, vu que c'est une demande d'usage conditionnel, ça n'empêche pas que la demande peut progresser si les membres du CCU, ensuite les membres du conseil, jugent que ces conditions-là ne sont pas essentielles. C'est un peu peut-être... Ensuite, les autres éléments qui avaient été notés, bien, il y avait le fait que l'on parle que lorsqu'il y a, par exemple, un spa, il faudrait qu'il y ait un paravent. Donc, les membres du CCU avaient noté qu'en effet, il n'y a pas de paravent actuellement, donc il faudrait qu'il y ait un paravent. Et aussi, dans la demande de permis, la personne avait stipulé qu'elle voulait louer pour un 4 chambres à coucher, mais l'installation septique est faite pour un 3 chambres à coucher. Donc, les membres du CCU avaient spécifié qu'il faudrait respecter et n'avoir qu'un 3 chambres à coucher. Fait que ceci vous résume les éléments qui ont été discutés. Donc, si quelqu'un a un point à exprimer, c'est le temps de le faire au niveau de... Je vous invite à venir au micro si vous voulez exprimer. Est-ce qu'on peut juste me rafraîchir la mémoire sur l'usage conditionnel de la résidence? Ben, oui, si vous voulez vous identifier, juste dire votre nom. Ah oui, Fanny Grenier. C'est bon. Bien, en fait, le règlement d'usage conditionnel, c'est qu'il vient dire, si vous voulez faire une résidence de tourisme, premièrement, il y a des zones où c'est permis, et des zones où c'est pas permis. Dans ce cas-ci, c'est permis dans cette zone-là. Ensuite, une fois qu'on a une zone où c'est permis, on vient dire, si vous voulez faire un usage, et on va vous demander de remplir certaines conditions. Donc, on va vous inviter à soumettre une demande, on va l'analyser, puis on va regarder avec l'ensemble des conditions si on juge que oui ou non, cet usage-là serait pertinent. Fait que les conditions, ce ne sont pas des obligations, c'est des éléments d'étude. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de résumer les éléments d'étude qui ont été discutés en particulier pour ce dossier-là. Mais c'est ça, c'est des éléments d'étude, puis le but, c'est de voir est-ce que les membres du CCU, tout d'abord, est-ce qu'ils jugent pertinent ou possible qu'il y ait cet usage-là. Si le CCU le recommande, c'est ensuite aux membres, et même si le CCU ne le recommande pas, c'est ensuite aux membres du conseil, ça vient comme ici ce soir, c'est à l'heure du jour. Les membres du conseil peuvent alors décider si oui ou non ils veulent accorder cet usage-là. Une fois que la personne aura reçu l'usage, là, elle doit commencer à faire l'usage. Pour faire l'usage, là, elle s'était engagée à fournir les documents, mais là, il faut qu'elle les fournisse. Puis ensuite, il faut qu'elle fasse une demande de permis annuel. Elle fait son permis annuel. Les documents qui sont demandés, par exemple, c'est une copie du contrat de location. On est spécifique qu'est-ce qu'on veut dans le contrat de location. Par exemple, ça prend quelqu'un qu'on peut rejoindre 24/7 en cas d'usance. Ça prend qu'on vienne dire qu'il faut laver les embarcations dans les vêtements à l'eau. Donc, on a des conditions à remplir comme ça. Et la personne, à partir du moment qu'elle a son permis annuel, bien, elle peut opérer. Et à chaque année, donc, on va lui demander de repayer son permis annuel si elle continue de faire de la location.
Puis à titre de résidence touristique, est-ce qu'il y a le propriétaire réside là puis il va faire une location de chambre ou ça va être juste un espace de location style chalet locatif? Ben, la demande actuelle, c'est pour faire du chalet locatif. Merci. Je pense que je vais prendre la main, si vous permettez. Dans le règlement, c'est marqué. Dans le règlement, c'est marqué. Juste pour votre nom, pour... Lionel Bonhomme. Dans le règlement, c'est écrit le greffier thésaurier de la municipalité doit, au moyen d'un avis public donné conformément au Code municipal du Québec et d'une affiche ou une enseigne, placée dans un endroit bien en vue. Alors je veux savoir, est-ce que c'est la municipalité qui va mettre l'affiche ou l'enseigne dans un endroit bien en vue? Oui. Parce que moi, j'ai pas vu d'affiche ou l'enseigne. Ben, l'affiche est sur la propriété. J'ai pas vu. Vous l'avez Elle pas n'est vu? pas bien en vue, en tout cas, si elle est là, Ok. elle est À ma vraiment pas connaissance, bien en vue. Là. ok. À ma connaissance, il y avait affiche sur la propriété. Moi, j'ai rien vu. Avez-vous vérifié? Non, moi, personnellement, je pourrais Ah, moi. vérifier, là, mais... Ben, alors, moi, j'ai rien vu. Je suis passé plusieurs fois. Je me promenais souvent là. À ma connaissance, on a publié l'affiche, on l'a plastifiée, puis on est allé la poser. Ben, elle n'est Sur pas le posée terrain. dans un endroit visible, là. Je vais retourner demain matin pour m'assurer de ça. Je prendrai une photo pour vous Parfait, aviser prenez une si photo pour jamais, voir. C'est si bon. jamais elle est visible et que j'étais dans l'erreur. Là, on parle de la même maison. Vous savez c'est laquelle? Oui, celle qui est à côté de la maison qui a brûlé dernièrement. C'est là. ça, c'est ça, exactement. Est-ce que, lors de ces demandes, la maison a été déclarée conforme? Est-ce qu'il y a eu une visite de l'inspecteur comme quoi qu'elle remplit le code municipal et ce qu'elle doit remplir, j'imagine? Comment ça se passe à ce niveau-là? Pas nécessairement. Dans le fond, la personne qui soumet une demande doit soumettre un croquis intérieur et un croquis des aménagements extérieurs. Et c'est le service incendie qui fait la visite intérieure. Donc, ça, c'est une des conditions. Donc, pour faire l'usage conditionnel, on n'exige pas que le rapport incendie ait été effectué, mais ça fait partie des engagements. La personne s'engage à fournir un rapport incendie dans le processus là, avant d'obtenir son permis annuel. Merci. J'ai une autre question. Combien des critères ont été respectés et combien de critères n'ont pas été respectés dans cette demande? Et en fait, c'est que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a des critères qui vont être non applicables. Donc, dans le fond, quand les membres du CCU se sont penchés sur le dossier, il y avait une grille d'analyse, il y avait des critères qui étaient jugés non applicables, des critères qui étaient rencontrés, puis des critères qui étaient à discuter. Ceux qui étaient à discuter, c'est ceux que j'ai mentionnés. Ben, par exemple, non, même pas. Ça, c'était quelque chose qui fait partie des formulaires d'engagement. Les critères qui ont été discutés, c'était Ceux que vous avez mentionnés. ceux que j'ai mentionnés, les 4 que j'ai mentionnés. C'est ça. Merci. C'est bon. Il n'y avait pas donc ça complète l'audience. Parfait. Nous sommes donc rendus au point 5.2. Donc, maintenant, c'est le temps de statuer sur cette demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 574. Donc, considérant que le lot 5 574 fait l'objet d'une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans la zone 42 CA, considérant que les critères d'évaluation sont respectés à l'exception des distances du bâtiment principal et du stationnement par rapport aux propriétés voisines, considérant que la propriété bénéficie cependant d'un droit acquis en ce qui concerne ces distances, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été affiché tel que requis par le règlement 2023-399, en conséquence, il est proposé et résolu d'accorder la demande
de statuer sur la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574 aux conditions suivantes. Donc, le spot devra être isolé visuellement au moyen d'une clôture opaque. Le nombre de chambres à coucher doit respecter la capacité de l'installation septique qui dessert le bâtiment, donc 3 chambres maximum. Aussi, il sera résolu d'autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer, si tel est le cas, le certificat d'autorisation de l'usage conditionnel d'une résidence de tourisme pour le lot 5 724 574 si toutes les conditions prévues à la réglementation d'urbanisme et aux articles 120, 121 et 122 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme applicables selon le cas sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 145.35 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Si toutes les conditions imposées dans la résolution du Conseil autorisant l'usage conditionnel devant être remplies au plus tard au moment de la délivrance du permis ou du certificat d'autorisation sont remplis, donc c'est les deux que j'ai dit ci haut. Et aussi, si tous les engagements tels qu'identifiés dans les formulaires qui ont été complétés pour la demande d'usage conditionnel sont satisfaits. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Jean-Louis Mortel. Ouais, d'accord. Je note le vote contre de monsieur Martin Lavallée. Donc, on serait rendu en 6. Loisirs et culture, santé et bien-être. Donc, demande au FRR volet 2 pour le parc des chutes. Donc, tenant compte de l'acquisition par la municipalité du parc des chutes, tenant compte de la volonté du Conseil de réaménager les infrastructures existantes dans une vision concertée, considérant qu'il y a lieu de faire appel à une firme externe afin d'appuyer les municipalités dans l'élaboration d'une vision globale de développement de l'attrait touristique qu'est le parc des chutes. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds rural volet 2. Cette demande est préparée par Mme Joëlle Rodeboncoeur-Harrison, directrice générale adjointe, et c'est pour le projet Parc des Chutes, réinventons notre parc. À noter que cette dépense avait déjà été identifiée dans le plan triennal des immobilisations. Donc, ça prendrait un proposeur. Oui. M. Martin Lavallée. Ouais, d'accord. Oui. Appui à la résolution de la municipalité de Rivière-à-Pierre pour le réseau cellulaire, donc attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a transmis une résolution dans laquelle elle exprime que, tout comme la municipalité de Notre-Dame, elle fait depuis de nombreuses années des représentations auprès des instances gouvernementales afin d'être branchée à un réseau cellulaire fiable. Attendu que beaucoup d'autres municipalités de la grande région de Portneuf et de Mekinac ont aussi fait des représentations pour les mêmes raisons, le tout sans succès. Attendu qu'il est impératif pour la sécurité civile et que la communication soit efficace pour les services d'urgence afin d'intervenir rapidement et efficacement. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable améliorerait la sécurité et la quiétude de tous les citoyens. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable est une exigence fondamentale pour les jeunes familles qui veulent s'installer en région afin de pouvoir travailler à distance. Attendu qu'un réseau cellulaire fiable offrirait la possibilité d'accéder à des ressources éducatives en ligne. Attendu que les entreprises et commerces de la région ont un réel besoin de cet outil de travail afin que leur potentiel soit au maximum. Attendu que pour la revitalisation de la région et la promotion touristique, le réseau cellulaire est un incontournable. En conséquence, il a proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame appuie la résolution de la municipalité de Rivière-à-Pierre afin que le gouvernement du Québec réalise une évaluation des infrastructures actuelles afin d'y apporter rapidement les changements nécessaires. Que le gouvernement du Québec déploie toute l'énergie nécessaire pour faire pression auprès du CRTQ afin que les compagnies qui sont distributeurs du réseau cellulaire élargissent leurs services au-delà des grands centres urbains. Attendu que le gouvernement du Québec prenne conséquence que c'est en région éloignée que le besoin de réseau est nécessaire. Aussi tenant compte que le gouvernement du Québec doit respecter ses engagements en priorisant dès à présent un réseau fiable pour tous les citoyens de la grande région de Portneuf et de Mekinac. Enfin, on recommande qu'une copie de la présente résolution soit transmise à toutes les parties concernées. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Ginette Bourré. Ouais, d'accord. Oui. On sera donc rendu à autre sujet. Point d'information. Alors,
il y a un seul point. Il y a un citoyen qui nous a posé des questions sur la politique d'aide financière des l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Et on a trouvé à propos quand même des questions, alors plutôt que de répondre aux citoyens, on va répondre ici tout simplement. On va être enregistré, tout ça. Donc il y avait une série de questions. Puis les données sont à jour à partir du novembre 2023. Novembre 2023, oui. Ouais, 2023. Donc, la personne demandait le nombre de propriétés construites concernées par cette politique. Alors, il y en a 216. Le nombre de propriétés non construites concernées. Ça, c'est les terres, les terrains, tout ça. Ça, c'est 84. Le kilométrage des chemins municipaux publics, 63 km. Le kilométrage des chemins privés concernés par la politique. Alors, il y a 14,6 km déneigés par la charrue, soit 5,9 km classe 1, plus 1,9 km classe 2, plus 6,9 km classe 3. Donc, la valeur des propriétés concernées par la politique, c'est 25% de toutes les valeurs complètes, soit nous autres, on a une valeur de 242 167, et c'est 62 millions, excusez, 550. Donc, c'est à peu près ça que la personne demandait. C'était bon de spécifier toutes ces chiffres-là ici. Puis, on va tirer notre information pour analyse dans le système. On la mettre à vous. Donc, oui, dernière période de questions. Approchez-vous du micro, votre nom et votre question. Fanny Grenier. Monsieur Lavallée, 5.2. Pourquoi non? Merci pour votre question. Je me suis prononcé contre pour deux raisons principalement. La première, le critère d'évaluation numéro 18 de l'article 32 du règlement 2023-399 vient préciser que la résidence du touriste doit se situer à au moins 25 mètres, comme le dit Mme tantôt, de tout autre bâtiment principal résidentiel. Ce critère, à mon avis, est loin d'être respecté dans les circonstances, augmentant significativement le risque de nuisance pour les voisins immédiats. Deuxièmement, même si j'avais été d'accord pour octroyer l'usage, je ne suis pas d'accord avec le Conseil sur le peu de conditions imposées par résolution. Rappelons que suite à l'adoption des nouvelles règles du tourisme, il est strictement interdit de commencer à exercer ce nouvel usage sur l'ensemble du territoire sans avoir au préalable obtenu un usage conditionnel de résidence du tourisme si la zone concernée le permet. Ainsi, comme l'usage conditionnel accordé est rattaché à la propriété et non au demandeur, l'usage peut perdurer longtemps. Afin de pouvoir évoquer cet usage conditionnel, si tel devait être le cas, l'article 27 du règlement prévoit entre autres que le droit d'exercice de l'usage conditionnel est révoqué automatiquement lorsque les conditions imposées dans la résolution du Conseil autorisant l'usage conditionnel ne sont pas ou n'ont pas été respectées. Je suis donc personnellement d'avis que le Conseil a commis une imprudence dans sa résolution en n'ayant pas prévu de détailler toutes les conditions satisfaites et à continuellement satisfaire suite à l'analyse des critères d'évaluation pour éventuellement faciliter les recours des municipalités si l'article 27 devait être invoqué. Bon, évidemment, Enfin, ensuite, une dernière précision. oui, Est-ce que ça va être court ou long? Oui. Court? OK. 18 mots. Ça vaut la peine. 18 mots? J'ai posé la question, je veux la réponse. Enfin, je Pouvez-vous aller derrière du micro, s'il vous plaît, parce que ça J'ai va posé être la tout en... question, j'aimerais avoir la Parce que réponse. tout ça est enregistré, hein? Allez-y, monsieur Lavallée. Oui. Alors, je disais, enfin, je terminerai en mentionnant que je suis en réflexion quant à mon avenir comme conseiller au sein de ce conseil. OK, mais ça fait pour partie de la question. J'aimerais juste poser Donc, un... non, c'est Pas rendu... poser un- Non, c'est rendu à mon tour de parler, là. D'accord.
Parce qu'il y a eu débat là-dessus, ok, avec tous les conseillers, il y a eu aussi le CCU qui s'est prononcé, dont M. Lavallée fait partie. Il y a eu, puis quand le CCU s'est prononcé favorablement, ok, hein. Deux, le Conseil, on en a débattu longuement de ce dossier-là, on en a débattu très longuement. Puis, la majorité était d'accord. Si j'ai posé la question, M. le maire, c'est parce que j'ai demandé à l'élu qui me réponde. Je pense que l'élu a le droit Il de s'est prononcé. me mentionner pourquoi. Ouais, il s'est prononcé, le débat a eu lieu. C'est une démocratie, Mme C'est juste une autre question par Non, rapport non, à je sais, mais celui-ci. c'est important de savoir qu'il y a un Notre-Dame de Montauban partout au Québec, j'espère, une démocratie qui s'installe. Puis c'est pas parce que il y a des gens qui sont pas en accord avec quelqu'un que les autres personnes ont tort. C'est pas ça qu'on m'a dit non plus. Tout le monde a droit à son opinion. Mais vous avez entendu le mot erré, je pense? Non. Ok, c'est quoi la justice que vous avez utilisée? J'ai dit l'imprudence, peut-être. De l'imprudence? Mais ça, c'est votre Soyez personnel, assurés que juste savoir. le conseil municipal de Notre-Dame de Montauban ferait preuve toujours de prudence. On n'est jamais imprudent. C'est Donc, votre- on fait preuve de prudence, c'est des gens professionnels. On est en place, grâce aux citoyens, c'est citoyens qui sont en place. Qu'on garde cette confiance-là. Puis soyez certains qu'en aucun temps, je le répète, en aucun temps, on fait preuve d'imprudence. C'est correct. Jamais. C'est beau? Mais on voulait avoir la réponse. Merci. Je voulais savoir, ce bâtiment-là, juste pour être sûr, est-ce qu'il est encore il est dans une zone inondable? Jugé inondable sur le bord de l'eau ou non, c'est correct? C'est bon. Ah, c'est ça, en haut. Ok, parfait. C'est bon. Merci. Bonsoir, Sylvain Bazinet. Au point 4.2, calcul de débit d'eau du pont du lac Trois-Rives. Je trouve ça intéressant. Vous avez le film Narok Cournoyer. Est-ce que pour les chemins privés, qui ont des ponceaux assez énormes, on pourrait avoir une participation d'expertise de cette compagnie-là pour évaluer lorsqu'il y aura des changements de ponceaux? Est-ce que la municipalité est ouverte à des échanges d'informations? Et quand cette firme-là fera d'autres études, est-ce que les présidents d'associations de lacs de chemins privés pourraient être mis au courant? Peut-être nous autres participer à ces experts-là. Ben, ce que j'entends, dans le fond, c'est que pour certains secteurs, les associations pourraient bénéficier d'un expert comme ça. Je pense que les membres du conseil seraient ouverts à ce que lorsqu'il y a encore des sommes, peu importe, là, quand il y a des travaux planifiés, s'il y a lieu qu'il y ait cet expert-là, que ça fasse partie des montants qui sont soit subventionnés ou soit à imposer en taxe de secteur, je pense qu'il y aurait une ouverture pour ce genre de démarche-là, là, si c'était lieu. C'est sûr qu'en ce moment, souvent, les travaux de petite envergure, ben, c'est le responsable des travaux publics qui est valide, là, mais on peut comprendre, là, je pense que ce que vous essayez de dire, s'il y a lieu et qu'on avait besoin d'aller chercher une expertise autre, ben, je pense que ça pourrait aussi ça faire partie. C'est ça. Parce qu'il pourrait avoir une économie d'échelle. Si une association de lacs le fait venir seul, ça va être beaucoup plus dispendieux que si c'était jumelé avec la municipalité. L'association de lacs, naturellement, paierait le 100% de ces coûts-là, mais on pourrait bénéficier de cette expertise-là. Donc, si la municipalité pense à avoir besoin encore des services de cette firme-là prochainement pour le printemps 2024, ça serait intéressant que les chemins privés soient au courant. Après, on prend note de Ouais. votre intérêt, c'est sûr. Merci. Oui, Tom, il habite au lac Clair, à la suite. Sa maison est là. J'ai un chantier juste en arrière de sa maison. Je sais où il habite, Tom. C'est une sommité. C'est une personne qu'on utilise depuis plusieurs années. Nous, dans notre cas, on lui fait faire probablement 30-40 calculs par année de ponts, parce qu'on a plusieurs ponts à faire. Puis, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'il y a une distinction entre les terrains privés et les terrains publics. Sur terrain public,
tout ce qui est pont, ponceau est régi par le RADF. On appelle ça, c'est le règlement d'aménagement durable de la forêt. Et ça précise que toute installation de ponceau ou pont doit être calculée selon le calcul de débit par un ingénieur forestier. Ça, c'est déjà important. Comme je disais, ce pont-là, je l'avais fait à l'époque comme ingénieur forestier moi-même. Il y a, je pense que c'était 15-20 ans, quand le pont a été installé à ce moment-là. Présentement, il est à refaire. Je ne peux pas le faire, présentement. Donc, je pense que c'est la bonne personne. Dans le cas des terrains privés, on n'est pas tenu de le faire. On peut, par contre, bénéficier d'une personne comme lui au niveau de l'aide. Mais comme je vous dis, le fait que là, présentement, la Croix-Ville, c'est sur forêt publique, on n'avait pas le choix. Il fallait absolument faire intervenir une personne comme lui. Est-ce que c'est des sondes ou est-ce que c'est des sondes qui calculent le débit d'eau? Il y a deux choses. Dans le sens que pour faire un calcul de débit, moi, mettons pour un ponceau, je n'ai même pas besoin d'aller sur le terrain. Oui, non. Dans le sens que des données que je dois prendre, c'est la largeur du ruisseau, la pente du ruisseau. Le restant, il est calculé mathématiquement sur l'ordinateur par rapport à tout le bassin d'eau. Est-ce que le bassin est concentré dans le sens que si je fais la sortie d'un lac ou est-ce que je suis loin dans le sens que, si tout le bassin d'eau est loin, puis il se vide dans le lac, puis après ça, j'ai mon ponceau, ça ne sera pas le même effet que si je n'ai pas de lac. Dans le sens que mon lac va servir un peu comme une éponge. Dépendant de la configuration du bassin, dépendant de la position du ponceau par rapport au lac, tous les calculs se font différemment. Et je pourrais vous dire que ces calculs-là sont bons. Si je regarde, ils ont évolué avec le temps. Les calculs qu'on faisait il y a 15-20 ans, puis c'est des calculs qu'on fait maintenant, les matrices ont été changées. Ce qui fait qu'un ponceau qui, à l'époque, je pouvais calculer 1 mètre, présentement, il y a probablement 1,8, 2 mètres. Ils ont mis en fin de compte, ils ont tenu compte de l'historique. Ils ont tenu compte des crues qu'on a dernièrement, puis possiblement, suite à ce qu'on a eu dans les dernières années, qui vont encore augmenter. Pour donner l'exemple, j'ai remplacé un ponceau qui avait été calculé à 800, ça veut dire seulement 2 pieds, même pas. J'ai mis 1,6 mètres, le doublé. Souvent, les nouveaux calculs sont le double de ce qui était il y a 20 ans. Ben, merci, M. Martel. Je n'aurais pas pu faire mieux, je pense. Lionel Golemet, pour précision, maintenant, il y a un satellite qui donne des précisions centimétriques par rapport au cours d'eau. Ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Il les donne au mètre près. Au centimètre. Oui, mais ce que je dis, sur le terrain, on est au mètre près. J'avais une petite question concernant les éoliennes qu'on entend parler souvent. On dirait qu'il va y avoir des résolutions qui vont se rendre à la MRC. J'aimerais savoir c'est quoi le processus décisionnaire quand le maire va à la MRC et puis qui vote. J'aimerais savoir si le maire consulte avant, s'il a la possibilité, je ne sais pas s'il consulte avant les conseillers, comment ça se passe? Oui, en fait, c'est M. Filto qui nous a tout expliqué ça, le règlement qui a fait, qui existait déjà. Puis, c'est un règlement, dans le fond, pour protéger les citoyens. Les distances, le bruit, tout ça, c'est tout uniquement pour protéger les citoyens. C'est pas une politique pour encourager les éoliennes, c'est vraiment pour protéger la tranquillité, le bruit, la visibilité, tout ça. Et on n'a pas été informé de ça. Non. Les conseillers sont pas au courant. Non, les conseillers sont pas au courant, ça se passe à la MRC. Puis il n'a pas été accepté encore. Moi, je vais répéter ma question. Oui. C'est quoi les procédures, comment le processus de décision et de vote? Est-ce que vous conseillez, est-ce que vous consultez les conseillers ou est-ce que vous allez au conseil de la MRC? Non, les conseillers municipaux ne sont pas consultés. Ce que le règlement va faire, c'est que chaque municipalité va avoir ce règlement-là et il va pouvoir l'adapter à sa guise. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être un règlement régional de Maquillan.
puis il va descendre dans les municipalités. Les municipalités vont pouvoir le faire, le mettre, exactement l'accepter ou pas l'accepter. Hein? Puis deux, s'ils l'acceptent, ben, ils vont le mettre au bout de l'endroit. Donc, si on n'est pas d'accord avec telle affaire, il n'y aura pas ça. Si on veut rajouter des affaires, on va c'est plus simple que ça. Ok. Mais bon, Et là, les conseillers vont être en dehors des éoliennes, là, mais je voulais savoir si la MRC a une juridiction au-delà, c'est-à-dire qu'elle peut imposer aux municipalités des règlements, comme si la municipalité. Ça dépend dans quel cas. Ben, c'est ça, c'est qu'en zonage, par exemple, le schéma d'aménagement de la MRC, nous, on doit s'y conformer. Donc, à chaque fois qu'on change nos règlements de zonage, ils doivent être approuvés par la MRC. Fait que la MRC a un droit de regard sur beaucoup de choses. Des règlements administratifs, ça c'est propre à la municipalité. Et quand on parle de ce qui a lieu au zonage ou au lotissement, on doit respecter le schéma d'aménagement de la MRC, puis pour que nos règlements soient en vigueur, ils doivent être approuvés par la MRC. Puis je pense que le règlement dont parle M. le maire, c'est un règlement qui vient spécifier des conditions. C'est un nouveau règlement, puis des fois, ça va sur un côté. Des fois, nous, on veut changer quelque chose, donc on doit le faire approuver. Mais des fois, eux changent quelque chose, puis nous, on doit l'intégrer dans nos règlements. Je pense que ce qui s'en vient, qui va descendre, c'est qu'eux ont créé des conditions. Il n'y avait pas beaucoup de conditions pour encadrer ça, les éoliennes. Il n'y en avait pas, donc ils en créent. Nous, on va venir les intégrer dans nos règlements. Mais on va pouvoir les modifier, sujet à leur approbation, comme d'habitude. Merci. Je reviens à la station de pompage des Anges. La dalle, elle a été faite. Ben, vous, aux dernières nouvelles, ça devait être fait au mois de décembre, je crois. Fait qu'il y avait du retard parce qu'au niveau de la livraison, tu sais que ça en est, ce dossier-là. J'ai remarqué qu'il y avait toutefois un chemin qui était entretenu au cas où. Le chemin est toujours entretenu parce qu'on fait quand même il y a des opérations qui se passent à la station de pompage, même en saison hivernale. On n'a pas reçu encore la génératrice. C'est dommage, mais on n'a pas reçu. Lors de l'avant-dernière séance ordinaire, nous avons appris de la bouche de la conseillère siège 1 que les élus ne se parlaient pas des dossiers de citoyens élus, tel le conseiller siège 4. Ou de tout autre citoyen, de n'importe quel citoyen. Oui, mais là, dans mon cas de figure, ma question, elle est par rapport au conseil. Alors, ma question s'adresse à ce dernier. Puisque les événements vous concernant en tant que citoyen ne génèrent aucune communication entre les membres du conseil dont vous faites partie, en tant qu'élu, avez-vous quelque chose à déclarer en public que vous jugez utile de partager avec les Montaubains au sujet de la démolition, enterrement d'une maison sur votre propriété à l'endroit exact où vous avez demandé une dérogation pour y déplacer un chemin existant? M. Martel, je dirais, je vais répondre à M. Martel, parce que j'ai eu mon idée là-dessus. C'est que c'est un dossier qui est ouvert auprès de l'inspecteur. Ce dossier-là est encore il est sous enquête. Je pense que M. Martel a tout intérêt pour se prononcer là-dessus. Puis, comme je le disais la dernière fois, quand il y a un dossier qui est ouvert, c'est l'inspecteur qui prend ça en charge. L'inspecteur, c'est son dossier. Moi-même, je ne veux pas de faire poser la question. Mais moi, j'aimerais juste préciser que ce que Mme la conseillère numéro 1 voulait dire, c'est que, idéalement, quand on discute d'une problématique quelconque, et ce n'est pas l'ensemble des problématiques qui sont amenées aux élus, parce que dans le fond, l'inspecteur a ses droits, ses responsabilités qui lui sont propres. Donc, quand un inspecteur fait une inspection et constate une infraction, il n'a pas à en parler aux élus pour émettre un constat d'infraction. Okay? Fait que ça, les élus ne voient pas quel constat a été envoyé. Parfois, quand un dossier est médiatisé ou on a une question comme ça en public, bien là, eux prennent connaissance de certaines situations problématiques. Mais idéalement, ce que Mme la conseillère essayait de dire, c'est que idéalement, là, pour eux, quand il y a un dossier problématique, il aimerait mieux pas savoir le nom, parce que ça ne devrait pas faire partie d'un élément de décision.
L'élément de décision, c'est quelle est l'infraction. C'est ça qu'elle essayait de dire. C'est pas qui a fait l'infraction, que ce soit un conseiller, que ce soit un citoyen, que ce soit... La question, c'est ça. Fait que c'est ce que Mme Frenette essayait d'exprimer. Et dans le dossier de monsieur, ben c'est ça, il ne faut pas confondre les choses. Dans le dossier de monsieur Martel, ce n'est pas un dossier qui est discuté avec les élus, parce que c'est dans les pleins pouvoirs de l'inspecteur d'émettre un avis d'infraction s'il y a lieu et de procéder aux étapes suivantes suite à l'émission d'un avis d'infraction. Donc, et tout comme on ne fait pas un suivi de l'ensemble des avis d'infraction qui sont émis sur le territoire ou en séance de conseil. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne fait pas plus de suivi sur ce dossier-là. Et qu'est-ce que vous faites de votre règlement sur l'éthique que vous avez tous signé? Qu'est-ce que vous en faites de ça? Mais pourquoi? C'est pas une question d'éthique. C'est pas une question d'éthique. Non. Premièrement, l'éthique revient à l'élu. Ça ne revient pas aux autres élus, puis ça ne revient pas à vous. Chaque élu est responsable de son comportement éthique. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas à moi de juger du comportement éthique, ce n'est pas à un élu de juger le comportement d'un autre. Chaque élu est responsable de son comportement éthique, et c'est comme ça qu'il en est. Maintenant, si quelqu'un n'est pas satisfait, il y a des mécanismes qui existent. Nous, de notre côté, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de dissocier les fonctions, ce qui n'est pas toujours facile parce que la plupart des gens ont plus qu'un chapeau. Mais on dit que quand l'élu est un élu, c'est ce qu'on gère. Maintenant, ce qui arrive dans sa vie en tant que citoyen, ça, ça ne fait pas partie des discussions. La morale non plus. Ben, encore une fois, je vous dis, à chaque élu de vivre selon son éthique et ses façons d'être. Mais ce n'est pas quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, c'est pas à nous de gérer ça. L'élu se gère lui-même. Donc, c'est ce que je vous réponds. C'est comme ça pour toute question. C'est pour ça qu'il y a des élus qui vont voter, qui vont s'abstenir, qui vont parfois dire non. C'est le choix de l'élu. L'élu peut exprimer si lui, il sent qu'il a un conflit. La personne qui le sait, c'est pas moi qui juge si la personne est en conflit ou pas. Et ça va à tous les niveaux. Donc, quand un élu dit « moi, je ne vote pas là-dessus » ou « je vote non » ou « je m'abstiens de voter », c'est son droit. C'est lui qui gère son comportement éthique. Ça, il faut juste le comprendre que c'est dans sa façon d'être. Donc, chaque élu a son éthique, a sa morale, et donc, au vu des votes qui étaient, le résultat des votes qui sont passés par rapport à la demande du conseiller siège 4, on peut considérer qu'il n'y a aucun élu qui a été moralement éprouvé par la situation. Mais je demande, je n'ai pas besoin de réponse. Fanny, juste une question. Est-ce que les membres du conseil municipal représentent les citoyens? Oui. Est-ce que les membres du conseil municipal sont sujets à se mettre aux mêmes lois, à se soumettre aux mêmes lois que les citoyens? Ben oui. Okay. Est-ce qu'on peut juste remettre en perspective l'image qu'on a du conseil et des citoyens? Parce que là, ce qui nous représente, ce sont des membres du conseil qui mettent des lois en place et qui ne respectent pas ces lois-là. Ben, C'est juste cette image-là que moi que j'ai. Mais c'est mon avis personnel, Ouais, mais je trouve ça plate que les citoyens sont représentés par des gens qui imposent des lois, qui ne respectent pas ces lois-là. Oui, parce que là, vous êtes très général. Un peu, Martine, parce que là, vous êtes très général, puis c'est un peu offusquant pour tout le monde. Je pense qu'ici, on a des gens très honnêtes, au contraire. Oui, c'est très dédiés. Votre commentaire est très. J'ai resté respectueuse en nommant personne, très irrespectueux. Je vois ici des gens honnêtes, dédiés tous les jours pour les dossiers de municipalité. Je veux dire qu'on a des gens honnêtes. Je pense c'est que ce que j'ai dit. Madame Frenette, vous permettez de rajouter quelque chose? Ben moi, votre commentaire, là, je le prends pas personnel. Puis j'aimerais ça que vous me donniez des exemples de ma situation. Je travaille beaucoup pour les citoyens. Puis des commentaires comme que vous apportez, je trouve ça vraiment irrespectueux. Puis de quelqu'un qui arrive, qui veut tout mener, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe.
Mais moi, j'aimerais avoir un exemple pour moi. Pour vous, j'ai pas nommé de nom. À titre de respect, je faisais que souligner quelque chose qui s'est passé, Vous qu'on avez a englobé vécu. tout le conseil. Ben, je pourrais Vous être avez plus précise, mais ça englobé serait tout le déplacé conseil. de ma part. Ben, c'est déplacé votre intervention. C'est mon opinion. Merci, Madame Grenier. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ben, c'est bon. Ben, c'est parce qu'on a reçu Bon, allez-y. une correspondance. Allez-y, madame. On a justement reçu une correspondance similaire, je pense, de la FUM, une fille de la FUM. Il y avait un article qui disait que c'est sans précédent au Québec, présentement, là, il y a 800 élus qui ont démissionné. C'est complètement irréel, là, mais en tout cas, c'est ce qu'on a comme chose. Puis là, ils disent que c'est de plus en plus, les gens sont méchants envers les élus. Les gens sont irrespectueux, tout ça, et c'est pour ça que de plus en plus, là, il y a 800, depuis les dernières élections là, de 2021, il y a 800 élus au Québec. C'est sans précédent. Donc, quand on a des petits commentaires comme Madame vient d'en faire, on a un bon échantillon de ce qui se passe au Québec présentement. Moi, ça fait combien de temps on est là? Ça fait 2 ans et demi. À peu près, 2 ans et demi. J'avoue, je suis très, très fier de mon conseil, très, très, très fier de mon conseil. Chaque membre du conseil est dédié. Il veut que la communauté avance. C'est pas facile parce que c'est beaucoup d'ouvrages. On travaille le soir, on travaille tout le temps, un dossier. On se présente à différents événements. On prêche par l'exemple. Puis il venait me faire dire le soir qu'on est des malhonnêtes, tout ça. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur le goût, là. J'ai trouvé ça une bonne claque. On est filmé ce soir, ça va être là pour plusieurs années. Mais se faire dire ça, j'en reviens pas. Avec me faire dire qu'on ne respecte pas les règlements. C'est quelque chose de pareil. Et c'est un commentaire, puis je pense que le commentaire est fait. Ça passe pas. En tout cas, ça passe pas au conseil. Ça passe pas du tout. Puis la démocratie, c'est important, la démocratie, quand même. Je reviens tantôt comme M. Lavallée. Bon, il n'est pas d'accord. C'est son droit de respect. Oui, pensez-vous que les gens sont tout le temps d'accord avec moi? Non. Puis quand ils ne sont pas d'accord avec moi, ils m'en vont chez nous. Je dois entraîner. Chez nous, ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est pas problème. C'est la démocratie. Donc, le lendemain, on recommence, puis c'est tout. Il faut bien ça. Si les gens seraient toujours d'accord, tout le monde, là, il y aurait un petit problème. Parce qu'il y a des bons débats le soir, quand on s'avance, on finit à 10h, 10h du soir. Là. On ne fait pas ça pour le fun, on ne fait pas ça parce qu'on aime ça à tout prix, on veut absolument être jusqu'à 10 son temps. On fait ça parce qu'on aime ça, on voit qu'on est important pour la communauté, on développe. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé tantôt, M. Lavallée n'est pas d'accord, c'est la démocratie. C'est lui qui se prononce, M. Lavallée se prononce, Mme Gauthier, Mme Frenette, M. Montel et tout ça, se prononce. Il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. J'espère que vous ne pensez pas arriver ici un soir et vous voyez tout le temps les conseillers qui sont tous d'accord tout le temps. C'est pas même ça marche. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Des fois, ça peut être moitié-moitié. C'est arrivé une fois, c'était moitié-moitié. Bon. Peut-être mon droit de veto pour s'en souder. On va réfléchir à ça. On va revenir. On est revenu. Ça a voté contre ce que moi je pensais. Bon. C'est fait. Il n'y a pas mal de dormir sur là. Et je suis fier de mes conseillers, encore une fois. Les gens sont là à leur place pour vous dire en affaire. C'est des professionnels. Avec Mme Grenier, vous devez voir vos commentaires. Les commentaires comme ça devant tout le monde, pour nous autres, pour dire qu'on ne respecte pas la réglementation, ça, c'est un petit peu fort. Bon, c'était ma petite montée de aussi. Je donne une bonne nouvelle, un peu plus léger, là. Concernant le point du maire, là, Oui. je vais remercier le maire au nom du citoyen qui a posé des questions. Oui. Monsieur Bonnemet, tu sais, les gens posent des questions. C'est parfait, on est là pour ça. Et je le répète, vous allez voir dans les veilles, je le dis aussi, dans les veilles, vous allez voir, j'ai passé du temps avec un journaliste aujourd'hui, puis vous allez voir dans le prochain bulletin. Je le répète encore ce soir,
L'hôtel de ville, c'est à vous. C'est votre hôtel de ville. Et les portes de l'hôtel de ville sont grandes ouvertes aux citoyens. Vous venez chez nous, vous demandez à parler à M. le maire, M. Monteficard, il va vous recevoir dans son bureau, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez, discuter avec vous de différents sujets, à tous les jours, n'importe quand, sauf qu'il y avait des réunions des fois, mais n'importe quand, vous venez chez nous, les portes sont grandes ouvertes. Vous venez chez nous, je sais avec moi, on discute, je rencontre plein de monde, une heure après-midi encore avec moi, parce que je suis plus travail. Pas de problème. Et je dis aux gens, des fois, pas d'accord. Je sais pas, vous pouvez dire tout le temps, je suis d'accord. Les gens disent, je suis pas d'accord avec lui. Tu sais, c'est des discussions, je te dirais, évolutives, puis quand même très constructives. Là. Je prends beaucoup des citoyens tous les jours. Puis, à soir, j'ai appris encore quelque chose à poser. C'est pas quelque chose que je voulais apprendre, mais c'est ça. Mais allez-y, M. Bonnet. Bon, j'avais une autre question pour faire avancer la démocratie. Oui, c'est important. Concernant l'affichage des permis, alors, puisque les permis doivent être affichés devant la propriété bien en vue, on peut considérer que le contenu est une information publique. N'importe quel permis, qu'on demande d'afficher, c'est public. Alors, j'aimerais savoir, dans ce sens-là, la municipalité pourrait-elle tenir à jour sur son site Internet la liste des permis octroyés? On m'a dit que ça se faisait dans d'autres municipalités. Les membres du conseil ont jasé de ça, puis ça n'avait pas été retenu comme idée. Pour le moment, c'est pas une option qui avait été retenue. Je pourrais peut-être ajouter, si Oui, vous me vas-y, le permettez. Tu sais, l'administration municipale, on commence à avoir des gens dans le bureau, puis ça roule, là, ça va bien. Puis, tu sais, on voudrait, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on va être rendu là. Mais là, actuellement, on s'organise pour que ça fonctionne bien, puis des améliorations, on va tout le temps en avoir pour donner plus d'informations, mais actuellement, c'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire. On est mieux. Bon, c'est ça. Ce que Mme Frenette, merci beaucoup, parce que c'est important de dire qu'on a une nouvelle administration municipale depuis quelque temps, avec des jeunes qui sont en formation sur le terrain, je dirais. Ils apprennent sur le tour. Puis un peu de formation aussi à l'école, tout ça, mais ils apprennent beaucoup, mais on n'est pas rendu dans ces petits détails-là. On en fait beaucoup, on s'améliore beaucoup. Regarde juste la caméra qui est là, on l'a fait, c'est pas le monde qui fait ça. Et tout un paquet de détails comme ça qu'on a fait, qui ne parlent pas nécessairement beaucoup. Et cette idée-là, c'est très bon. Hein. Ouais, un registre de tout, toutes sortes d'affaires, être capable de vérifier ça en temps réel, c'est parfait. Et on n'est pas tout à fait rendu là. Ouais, mais ça s'en vient. Les données publiques, là, oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Nous autres, on veut, on en a parlé au dernier caucus, justement, qu'on veut une administration municipale performante. Et ça se construit avec les marolites. Ça peut prendre un certain temps. Mais en même temps, moi, je trouve que de mettre ça public, tu sais, monsieur et madame tout le monde, là, qui vont se prendre un permis, qui veulent refaire leur cuisine ou leur salle de bain, ou peu importe, je trouve que c'est quand même personnel. Il me semble que monsieur et madame tout le monde n'ont pas besoin de savoir que la personne a refait sa salle de bain, ou puis que si je ne sais pas, moi, que la personne met 30 000 ou 50 000 en rénovation, moi, je pense que c'est personnel à chacun. Oui, merci, Mme Gauzier. Ce serait sera un débat. une nouvelle construction. Ben non, ça sera. On ne doit pas en débattre ce soir, mais ça sera un débat ultérieur. Merci. Merci. Alors, beaucoup de monde, puis faites attention au retour, on est chanceux, il fait beau, pas trop de neige, pas de verglas. On garde ça comme ça. Merci, Mme Tout le monde d'accord?